Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Philippe Lorange nous arrive avec un drôle de paradoxe ce matin qu'on apprend. On a de plus en plus de gens qui viennent au Québec. On a de plus en plus besoin de franciser ces gens-là. Mais il y a de moins en moins de classes de francisation qui se font parce que ça coûte de plus en plus cher d'en ouvrir, parce qu'on a besoin d'en ouvrir de plus en plus, donc on doit franciser de plus en plus, mais on peut de moins en moins parce que ça coûte. Oh boy, on est dans un problème, là. Oui, pas mal. Mais c'est un article dans la presse de Hugo Pilon-Larose qui nous dit qu'il y a moins de classes de francisation au Québec malgré une forte demande. Et pourquoi une forte demande? Parce qu'on le sait très bien qu'il y a une augmentation de l'immigration qui est vraiment très importante, notamment du côté de l'immigration temporaire. Et donc, en raison de toutes sortes de lois, aussi parfois de demandes des employeurs, mais évidemment, il y a beaucoup d'immigrants qui veulent apprendre le français. Et donc, là, on parle vraiment de la francisation chez les adultes comme tels. Et donc, comme on sait au Québec, il y a des sources de centres de francisation comme ça pour aider les adultes, les travailleurs à mieux connaître le français ou pour le travail. Et là, ce qu'on nous montre dans cet article-là, c'est qu'il y a comme une impasse budgétaire, c'est-à-dire que malgré la hausse de la demande comme telle, on n'a plus les moyens budgétaires d'ouvrir de nouvelles classes, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que le gouvernement de François Legault n'a pas rien fait au fil des années. Donc, de 2019 à 2024, le budget alloué à la francisation des adultes, donc en 5 ans, est passé de 69 millions à 104 millions. Donc, c'est quand même une augmentation importante. Et d'ailleurs, quand les journalistes ont rejoint le gouvernement du Québec, ils ont dit qu'ils achetaient encore une fois plusieurs millions de dollars au fil des prochaines années dans la francisation. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs experts qui disent que c'est même pas suffisant comme tel. En fonction de l'augmentation que connaît le Québec en termes d'immigration, l'argent qui est déjà loué pour le moment n'est pas du tout suffisante pour la demande qui est présente. Ouais. Donc c'est devant ce genre de situation qu'on se retrouve. Oui, ben c'est pas compliqué. Le fait qu'il y ait plus de gens qui viennent ici, ça fait en sorte qu'on doit dépenser encore plus, mais sur tellement de niveaux. Je veux dire, t'as plus de gens soudainement qui arrivent, ça prend plus de chèques d'aide sociale pour ceux qui en ont besoin, ça prend des places en garderie qui sont subventionnées, ça prend des services de santé, t'envoies tes jeunes à l'école. Tu sais, il y a des prix, il y a des coûts qui sont reliés à une augmentation du nombre de gens qui viennent ici, là, sans décrier ou dépeindre quoi que ce soit. Il y a juste des coûts qui viennent avec, il faut en être conscient. Puis après ça, on veut franciser plus, mais ça aussi, ça coûte de l'argent. Ça aussi, ça coûte plus cher. Puis la capacité d'accueil du Québec, c'est de ça qu'on parle quand on dit capacité d'accueil. C'est capacité à bien intégrer les gens qui viennent ici, à bien les franciser, à être capable de bien les encadrer. On peut pas le faire quand il y en a trop. Ça coûte trop cher puis les services sont saturés. Puis après ça, il faut faire quoi? Il faut aller commander de l'argent à Ottawa, il faut aller supplier. Puis c'est ce que François Legault a dû faire. S'il vous plaît, donnez-nous notre part de l'argent. S'il vous plaît, on accueille presque tous les immigrants du Canada. Please, Mr. Canada, aidez-nous. Puis ça a dû être ça. Puis finalement, ils nous devaient comme quoi? 1,4 milliard? 1 milliard, ouais. Ouais, là, ils ont donné quoi? 700 millions? C'est 750. 750. C'est 3 quarts. Mais le 1 milliard a déjà été payé, c'est ça le pire. Ben oui, il est payé. Il est dépensé par le Québec. C'est un 1 milliard qui traitait uniquement les demandeurs d'asile. Donc là, on ne tient même pas compte de ce genre de calcul-là dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les classes de francisation qu'on ouvre énormément. Pourquoi? Parce que c'est nous qui gérons ce genre de choses-là. Donc même si une grande partie de l'immigration telle qu'elle l'augmente aujourd'hui est gérée par le Canada, mais c'est quand même nous qui payons ce genre de services de francisation. Et parce que nous sommes toujours pas un pays, nous n'avons pas tous les leviers financiers budgétaires pour répondre à la demande, tout simplement. Tu sais, quand il y a des gens qui nous disent, par exemple, je me rappelle dans les derniers mois, j'ai sûrement vu ça. Dans le Devoir, on nous disait le concept de capacité d'accueil, c'est flou scientifiquement, puis dans le fond, ça n'a pas de valeur comme telle. Mais à un moment donné, il y a bien une capacité d'accueil quelque part, là. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, même si on veut imaginer les choses, si on a une maison d'hébergement, ben, à un moment donné, il y a un moment de saturation, il y a un point de saturation, et c'est la même chose pour une société. Il y a un moment donné, il y a un point de saturation. On l'a atteint depuis un bon moment. Et puis, on se retrouve devant ce genre de situation où les gens, même s'ils veulent avoir le service de francisation, ils veulent s'intégrer, mais la société québécoise n'a pas les moyens de nourrir à pu finir, d'ouvrir des nouvelles classes qui n'en finissent plus. Et d'ailleurs, on rebondit sur le sujet des 20 000 nouveaux élèves qui vont s'ajouter dans l'année qui s'en vient, l'année scolaire. Quand c'est sûr qu'il y en a 20 000 qui apparaissent de coup du jour au lendemain, on sait que la raison principale, c'est qu'il y en aurait 80% d'entre eux qui sont nés hors Canada.
Donc là, on voit très bien que c'est pas un baby boom qui est arrivé tout d'un coup comme ça. C'est un 20 000 comme ça, c'est quand même 1000 nouveaux professeurs à aller chercher, alors qu'il y a déjà une pénurie pour le nombre d'élèves qu'on avait déjà actuellement. On sait qu'il y a plein de burn-out chez les professeurs, il y a plein de jeunes qui faisaient leur bac en enseignement qui abandonnent en cours de route. Donc, on se retrouve devant une crise sociale importante, et le cas de la francisation nous le montre de manière flagrante, d'autant plus qu'il faut comprendre que il y a plein de nouveaux arrivants qui se disent « je viens au Canada ». Et au Canada, ça se passe en anglais. Puis là, on leur a averti de manière un peu floue que, bon, au Québec, ça parle français en passant. Puis là, eux se disent, bon, ben c'est bilingue, je vais quand même pouvoir faire ma vie en anglais, ou, tu sais, je vais pouvoir juste apprendre quelques mots, tu sais. Mais finalement, c'est parce que ça se passe vraiment en français ici au Québec, là, mais on leur a pas averti de ce genre de choses-là, là. Ailleurs dans le monde, ça se sait pas tant que ça que le Québec, c'est comme une province en particulier, que c'est juste en français. Ça se sait pas énormément tant que ça. Donc, on se retrouve avec ce genre de problème-là, où même le gouvernement du Québec qui dit vouloir inverser le déclin du français, qui dit vouloir tout faire pour faire la promotion du français, n'arrive même plus à avoir les moyens financiers de nourrir la francisation. Mais non, c'est pas qu'on a un problème particulier avec des nouvelles personnes arrivent ici. Je veux juste le répéter, parce qu'à chaque fois, c'est plate, mais il faut faire le rappel. C'est xénophobe comme comportement, puis c'est anti-immigration. Puis là, on entend, là, on va en parler dans quelques instants, le Parti libéral du Québec s'est lancé là-dedans. Là. Le PQ, là, c'est anti-immigration. Non. C'est une discussion sincère qu'il faut avoir sur la capacité d'accueil. Ces 20 000 nouveaux élèves-là, on va pas les sacrer dans la rue. On va pas dire « Ah, vous avez des nouveaux arrivants, vous venez d'ailleurs que du Québec puis du Canada. Bof, restez dans la rue, on va pas vous éduquer. » Non, on est des Québécois, des Québécoises, on est fiers, on aime accueillir, on aime recevoir. On va franciser puis on va aider ces gens-là parce que c'est notre devoir, puis on va le faire. Même si ça cause des pénuries puis des problèmes puis des fissures dans l'entièreté du système, on va le faire pareil. Mais là, c'est après ça de se dire, est-ce qu'on a la capacité de payer un coût comme celui-là? Est-ce qu'on peut se permettre que nos élèves aient une éducation de moins bonne qualité dans l'ensemble pour être capable d'aider tout le monde? Moi, je trouve pas ça acceptable. Je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça correct, ni pour les enseignants, les gens qui travaillent dans le système, ni pour les jeunes eux-mêmes qui vont grandir et devenir des citoyens à part entière puis qui vont être mal outillés pour le faire. Moi, c'est ça plus qui vient me déranger dans toute cette histoire-là. Oui. Moi, Philippe, tu vois, je retiens, puis j'en ai parlé la semaine dernière. C'était encore une fois dans les pages de la presse qui sortait ça. Parlait de la ville de Drummondville, puis des initiatives que Drummond prend pour être capable d'aller chercher de la main-d'œuvre avant même qu'ils arrivent au Québec. Qui vont voir des gens d'ailleurs, qui les sélectionnent, puis qui font regarder, vous venez habiter dans la ville, on va vous aider à trouver un logement, on va vous aider à trouver des cours de francisation, on va vous accompagner tout le long, mais on veut pas que vous ayez à Montréal, on veut que vous veniez ici à Drummondville. Puis ça marche. Puis le social de la ville change. Les gens arrivent ici, parlent français rapidement parce que t'es baigné dans le français. Oui. À Drummondville, les gens parlent en français. T'es pas à Montréal où tu peux parler en anglais puis tout le monde s'en fout. Puis t'as pas besoin d'apprendre la langue. Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, l'a dit lui-même. Hein? Pas besoin d'apprendre le français à Montréal, c'est donc bien le fun. Hein? Et là, après ça, comment tu peux franciser autrement que juste avec des cours si il y a rien dans ton environnement qui parle français? Alors bravo à l'immigration qui s'en va en région. Bravo de disséminer ça sur notre territoire. On a des pénuries de main-d'œuvre partout. Faisons-le. T'sais. Il y aurait deux choses à dire là-dessus. Ce qui est justement le cas de Drummondville et de toutes les villes qui réussissent à bien intégrer, mais il faut tenir compte du nombre. C'est-à-dire que si on reçoit un nombre qui est raisonnable pour nos capacités d'accueil et d'intégration, évidemment que que l'immigration peut être une richesse et apporter de bonnes choses, puis justement pourvoir certains emplois dans des industries où on manque de personnes. Et à ce moment-là, il y a une bonne intégration qui se fait, mais tout est une question de nombre, c'est-à-dire que dans les cas des régions hors Montréal, l'intégration se fait naturellement, notamment comme tu l'as noté parce que l'immense majorité des gens qui habitent là parlent français, donc on n'a pas vraiment le choix de l'apprendre, à moins qu'on souhaite ne pas avoir d'emploi puis pas s'intégrer, mais à ce moment-là, ça marchera pas ton intégration, ça marchera juste pas. Et deuxième affaire, c'est que tu sais, ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut mieux régionaliser l'immigration, il faut mieux la disséminer un peu partout au Québec. Mais quand on regarde un peu partout dans le monde, l'immigration est d'abord un phénomène de grandes villes. C'est d'abord dans les grandes villes, les grandes métropoles, que les immigrants ont d'abord tendance à aller. D'ailleurs, on le voit dans les dernières années, je me souviens, on dit très bien que 75% des nouveaux arrivants
vont sur l'île de Montréal et 90% vont dans le Grand Montréal. Donc, jusqu'à un certain point, on peut régionaliser plus, mais en même temps, on peut pas forcer un nouvel arrivant à rester dans une région éloignée ou dans une région hors Montréal. Non. C'est ça, l'immigration, vraiment dans le monde, ça reste un phénomène qui concerne d'abord les grandes villes. Donc, il y a des limites à régionaliser l'immigration. C'est sûr qu'on peut multiplier les initiatives, on peut montrer tous les attraits de vivre dans des petites villes, des choses comme ça, mais fondamentalement, ça va toujours rester un phénomène d'abord de grandes métropoles, de grandes mégapoles. Donc, il y a des limites, et c'est pour ça que je pense que la question fondamentale, c'est vraiment la question du nombre. Là. Parce que là, comme je l'avais déjà dit ici à Cube, à la fin de l'année 2022, ici au Québec, on était à 360 000 immigrants temporaires. Et dans les dernières semaines, dans l'été 2024, on était à près de 600 000. Donc, en 1 an et demi, on a augmenté de 240 000 comme ça d'immigration temporaire. Je veux dire, ça n'a vraiment aucun sens sur le plan logistique. Là. On n'a pas construit des logements à ce point-là. On n'a pas des services publics qui ont augmenté de manière exponentielle. Donc, c'est non seulement cette augmentation-là en soi, elle pose problème, pose une pression importante sur nos écoles, nos centres de francisation, comme on le voit aujourd'hui, mais comme on le voit dans plein d'autres dossiers dont on parle ici même, les institutions de santé. On sait très bien que nos infirmières sont complètement fatiguées, il y a des gros burn-out, mais là, on augmente quelque chose là-dessus. Aujourd'hui même, encore une fois, je lisais un article dans Le Devoir sur les surdoses mortelles dans la région de Québec qui ont doublé en 1 an. Et les témoignages disaient, l'une des raisons, c'est parce que là, maintenant, on a une nouvelle clientèle de demandeurs d'asile qui fait partie. C'est pas la cause principale, mais on dit, il y a ça qui s'est ajouté. Donc, il y a ça qui s'ajoute dans le phénomène de l'itinérance des surdoses dans la région de Québec. Puis on peut le voir ici même à Montréal, l'itinérance aussi va concerner des gens qui viennent des demandeurs d'asile et des gens qui viennent de l'immigration temporaire. Donc c'est comme si l'augmentation faramineuse de ce nombre-là, évidemment, met une pression sur plein de services et d'enjeux sociaux. Donc, une crise sociale qui s'est mise en place devant nous, qui ne fait que s'accentuer de mois en mois. Et je trouve que les gouvernements du Québec et du Canada ne comprennent pas l'urgence de la situation. Le seul qui semble avoir compris le problème, c'est le gouvernement du Québec, mais qui ne fait pas grand-chose. Et le gouvernement du Canada dit, non, il n'y a aucun problème, aucun. Puis au contraire, la solution, c'est d'avoir encore plus d'immigrants. Mais écoutons. Ah non, mais ça, c'est une des attitudes les plus insupportables qu'on peut voir de la part du gouvernement fédéral, c'est de dire, il n'y en a pas de problème. Puis moi, je me souviens qu'on a déjà entendu le ministre du Logement venir dire, vous savez, les immigrants vont arriver ici, puis ils vont construire des logements. Quoi? Qui? Hein? Ah ouais, on les reçoit, puis on leur donne un marteau, une pelle dans les mains, puis on dit go, hein, on est revenu à Nouvelle-France, allez me défricher cette terre-là, puis vous allez pouvoir vous construire une maison. Non, ça arrive pas, ça se fait pas. C'est la pensée magique du gouvernement Trudeau. C'est la pensée magique. C'est ça. Oui. 2 milliards d'arbres que nous allons planter. Comment? Quand? Pourquoi? Ça, c'est pas important. Mais faire des grandes déclarations, ça l'est pas mal davantage. Hey Philippe, on s'en reparlera de cette initiative du Parti libéral du Québec là, qui veut doter le Québec d'une constitution dans un prochain épisode parce que ça aussi, je pense qu'on va en avoir beaucoup à dire. Merci Philippe. Merci.